Ok, on va pas se mentir, en tant que solopreneur, on s'est surtout lancé pour être libre. Et pour le devenir, on a tous eu le même réflexe, c'est de rendre nos journées 100% flexibles. C'est pas étonnant parce qu'on voit cette équation partout. Flexibilité égale liberté. Ce qu'on oublie de nous dire, c'est ce qu'il se passe réellement dans notre tête quand on abolit la structure dans nos journées. C'est ce qui se passe pendant qu'on est en train de devoir taffer à 21h alors qu'on voulait se détendre avec une série, ou alors on est en train de taffer à 15h une après-midi et on se dit qu'il y a une séance de surf et qu'on est en train de louper quelque chose. La flexibilité sans structure, c'est pas de la liberté, c'est juste une prison sans barreaux visibles. Si tu me connais pas, je m'appelle Sofiane, ça fait 6 ans que j'aide les solopreneurs sur le terrain à travailler moins et à vivre plus, et cette prison dont je te parle, je me la suis moi-même construite en 2023. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton cerveau déteste fondamentalement la flexibilité malgré ce que tu crois, comment tu t'es construit une prison sans t'en rendre compte, et ce qui va vraiment remplacer la flexibilité pour bosser moins sans perdre le contrôle. Mais d'abord, commençons par le commencement. Le point de départ du problème, c'est qu'on a construit une mythologie autour de la flexibilité. C'est cette vibe que tu as peut-être connue, la vibe 2010, 2020, cette vibe de digital nomade où on a voulu tout flexibiliser. C'était une promesse d'affranchissement du carcan de la structure au profit d'un quotidien qui allait être 100% flexible. Tu taffes quand tu veux, où tu veux, et le taf, ça devient quelque chose que je fais autour de ma vie, quand j'ai le temps. S'il y a du surf ce matin, je vais à l'eau, je bosserai cet après-midi. Si à l'inverse, j'ai envie de me couper 2 heures dans la matinée, je me coupe 2 heures dans la matinée et je reprendrai le travail ce soir. Et c'est hyper beau tout ça en soi, conceptuellement, théoriquement c'est hyper beau. Et pour des gens comme nous dans la tribu des starters, qui avons construit notre vision, notre philosophie de vie autour de la notion d'existentialisme, d'avoir quelque chose au service de notre vie, de construire un business qui est un véhicule au service de notre vie d'absolue abondance, un véhicule human first, cette idée de construire un business autour de notre vie, c'est un rêve qui devient réalité pour nous. Sauf que le problème c'est que ce rêve, c'est un cliché qui se heurte à une réalité cognitive qui est terrible. On va en parler dans la section 3, mais d'abord j'aimerais qu'on se penche sur une étude qui a été publiée en 2017 par 2 économistes qui ont décidé de mesurer exactement combien les gens sont prêts à sacrifier pour ce qu'ils croient vouloir. Tu vas voir que les résultats sont quand même un peu intrigants. Ok, donc on est en 2017 et ces 2 auteurs, Lamas et Paley, respectivement de Princeton et de Harvard, ils décident de mener une étude sur le terrain avec des milliers de candidats à l'embauche. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont varier les conditions de travail et les salaires pour mesurer exactement combien les gens étaient prêts à sacrifier pour certaines caractéristiques d'un poste. Et le résultat, il est complètement dingue par rapport à ce qu'on pense que les gens veulent sur la réalité du terrain. Par exemple, les mères de famille avec de jeunes enfants, elles accepteraient de perdre seulement 15% de leur salaire pour bosser depuis chez elles. Si tu leur proposes de bosser depuis chez elles, mais de leur enlever en contrepartie plus de 15% de leur salaire, c'est mort, elles refusent. Par contre, elles accepteraient de perdre 40%, jusqu'à 40%, pour éviter un job où leur patron fixe leurs horaires à leur guise. Plus intéressant encore, t'as 40% des candidats, hommes, femmes, parents ou non, qui refuseraient un poste à horaire imprévisible même si ce poste les payait 25% de plus que leur salaire actuel. Peu importe ce qu'on leur offre comme argent, ils diront non. Et la conclusion qu'ont tiré beaucoup d'auteurs par rapport à cette étude-là, notamment Cal Newport, c'est que finalement, sur le terrain, on se rend compte que les gens sont beaucoup moins fous à l'idée de ne pas avoir de flexibilité géographique, donc de pouvoir télétravailler ou de bouger, que ce qu'ils sont à l'idée de ne pas savoir quand leur journée commence et quand leur journée termine. Les gens ne veulent pas de la flexibilité, ils veulent de la prévisibilité. La flexibilité, c'est tu peux bosser quand tu veux aujourd'hui, à partir du moment où tu bosses 4 heures dans ta journée. La prévisibilité, c'est ta journée commence à 9h et elle finit à 13h par exemple. Donc la flexibilité, comme tu peux t'en douter, ça nous ouvre une dizaine de portes. On doit pondérer avec beaucoup d'options tout au long de la journée, de savoir quand est-ce qu'on va travailler, quand est-ce qu'on va se reposer, etc. On brûle une quantité d'énergie qui est pharaonique dans le process. Et la deuxième, la prévisibilité, ça t'offre une seule porte. On ferme toutes les autres portes. Cette porte, c'est celle-ci. Tu bosses de telle heure à telle heure, tu ne te poses plus de questions, tu ne réfléchis plus, tu ne brûles plus d'énergie dans le vide, juste tu as de la clarté sur ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. Et évidemment, ton cerveau, ce qu'il préfère, c'est la porte fermée. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ton cerveau résiste autant face au flou. Il y a une réponse à ça, c'est Daniel Ellsberg qui l'a trouvé dans les années 60 et on en parle de suite. Ok, donc on est en 1961 et Ellsberg, il décide de mener une expérience qu'on va faire ensemble, toi et moi, aujourd'hui. Imagine qu'il y a 2 seaux devant toi. Il y en a un dans lequel tu as 50% de billes rouges. Dans le second seau, il y a également 100 boules, sauf qu'on ne sait pas combien de ces boules sont rouges et combien de ces boules sont noires. Et en fait, le but de l'exercice, c'est qu'on va te demander de placer un pari sur la couleur de la première boule que tu vas tirer. Et toi, tu décides de parier 40 € sur le fait que la première boule que tu vas tirer sera rouge. Est-ce que tu vas choisir de tirer une boule
dans le seau numéro 1 avec 50 rouges et 50 noirs, ou est-ce que tu vas décider de tirer une boule dans le seau numéro 2 où il y a 100 boules au total mais on n'a aucune idée de la proportion de boules noires et de la proportion de boules rouges? Spoiler alert, si tu es comme l'écrasante majorité de l'humanité, tu vas choisir le seau numéro 1. Pourquoi? Parce que tu sais, avec ce seau numéro 1, que tu as une chance sur 2. Et en soi, le second seau, il pourra avoir 99 boules rouges et une boule noire, t'en as rien à carrer. Pourquoi t'en as rien à carrer? Parce que sans connaître le ratio, ton cerveau il peut pas calculer tes chances de gain et tes chances de perte, donc il préfère ne rien faire. Et il préfère sélectionner l'option qui est la plus rassurante entre guillemets, c'est-à-dire l'option sur laquelle on a généré de la clarté. Et ça nous renvoie d'ailleurs à un biais cognitif qui est très documenté, qui est l'aversion à la perte, où on sait que l'être humain préfère ne pas gagner que perdre. On a pu par exemple observer sur le terrain que l'être humain est prêt à faire beaucoup plus d'efforts pour éviter de perdre 1000 euros que pour aller gagner 1000 euros. Donc Ellsberg il conclut en disant que notre cerveau préfère sauter l'étape énergivore de l'estimation du potentiel du choix ambigu et aller directement à l'option la plus familière. On appelle ce biais donc le paradoxe d'Elbert, on l'appelle aussi le biais d'ambiguïté, et il va décrire cette tendance à éviter les options qui manquent de clarté, et il explique pourquoi l'humain a un câblage naturel pour la prévisibilité, où là on a une clarté qui est limpide sur ce qu'on doit faire et qu'on doit le faire, par rapport aux préférences de l'être humain sur la flexibilité, où tout bouge, tout est incertain, et on a du mal à évaluer les propensions de succès et les propensions d'échec. Et mauvaise nouvelle pour toi si t'es un solopreneur high performer, c'est que ce câblage neurologique il est amplifié par quelque chose d'encore plus insidieux, c'est ce qu'on appelle le profil maximizer. Ok, alors ce coup-ci on est en 1952, t'as le psychologue britannique William Edmond Hick qui labellise sa loi, qui est la loi éponyme, la loi de Hick, qui dit que plus tu as d'options, plus il te faut du temps pour choisir. Et plus tu prends du temps pour choisir, moins tu passes à l'action. Et il explique ça de façon très simple, il explique par la charge cognitive qui est associée, c'est-à-dire que plus t'as d'options, plus ça te demande de prendre des décisions pour évincer les options que tu sélectionnes pas. Donc si tu n'as pas l'énergie pour peser le pour et le contre de chacune de ces décisions, c'est beaucoup plus simple pour toi de ne pas en prendre. Le problème c'est que c'est quoi une journée flexible à un niveau élémentaire? À un niveau élémentaire, une journée flexible c'est juste une journée qui a plein d'options. À quelle heure je commence, à quelle heure je mange, à quelle heure je finis, est-ce que c'est maintenant le meilleur moment pour créer, est-ce que je vais au sport ce matin, est-ce que j'y vais ce soir, etc. Chaque heure ouverte, ça correspond à une décision que tu dois prendre concrètement sur le terrain dans ta journée. Donc la charge mentale associée à la prise de décision est trop lourde, donc on ne prend aucune décision, et il y a de fortes chances que ça augmente le risque de dériver dans ta journée sans ne rien vraiment faire à chaque étape de ta journée. C'est ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse dans la littérature, on n'arrive pas à prendre de décision par peur de faire le mauvais choix, ou alors parce qu'il y a tout simplement trop d'options, on n'arrive pas à toutes les pondérer. Mais je te disais en intro que c'était pire pour toi, si tu étais un solopreneur high performer, à cause du profil du maximizer. Le profil du maximizer, c'est un profil qui a été labellisé par Barry Schwartz, qui a écrit l'excellent bouquin Le paradoxe du choix. Et selon lui, un maximizer, c'est quelqu'un qui ne se contente pas d'une option satisfaisante. Il cherche toujours la meilleure option dans tout ce qu'il fait. C'est quelque chose dont on a déjà parlé maintes et maintes fois dans la tribu des starters, notamment dans la newsletter tri-hebdomadaire qui est La Vague. Le problème, c'est que dans une journée flexible, la meilleure option, elle n'existe pas. Il y a toujours un meilleur moment pour bosser que le moment actuel. Il y a toujours une heure plus productive quelque part. Donc tu cherches, tu te recalibres et finalement tu passes ton temps à chercher sans jamais agir. Et c'est ce double câblage, biais d'ambiguïté plus profil maximizer qui va nous enfermer progressivement dans cette prison sans barreaux dont je te parlais dans l'introduction, qui est la prison dans laquelle je me suis moi-même enfermé en 2023. Parce qu'en 2023, après 3 ans de double activité, je décide de me mettre à temps plein sur la TDS, t'étais peut-être avec nous à ce moment-là, et ce que je fais à ce moment-là, c'est que je cède aux sirènes de mes potes entrepreneurs qui me disent ok, t'as pas quitté un salariat pour te renfermer dans une structure salariale, et je décide de tout flexibiliser, c'est-à-dire que je n'ai pas d'horaire, je travaille quand je veux, je travaille à l'inspiration. Et spoiler alert mon starter, je suis vraiment pas du tout resté longtemps dans cette situation parce que c'était l'enfer tout simplement. J'étais jamais à 100% dans le taf ou à 100% dans le repos. J'étais en train de surfer, une partie de mon cerveau me disait que je devrais être en train de bosser, donc j'étais en train de culpabiliser. Pendant que je bossais, il y avait une partie de mon cerveau qui était en train de me dire que je devrais surfer parce que je suis en train de louper une séance qui est formidable. Je recevais un message Slack à 22h ou un message d'un pote ou d'un client sur la thématique du business pendant que j'étais en train de faire un repas et je rentrais dans une espèce de négociation avec moi-même à me dire ok, est-ce que je réponds maintenant, est-ce que j'attends la fin du repas et finalement je répondrai demain, mais quand est-ce que je bosse, quels sont mes horaires, etc. C'était un enfer. La seule chose que j'ai gagnée, c'est cette impression de bosser tout le temps, d'être constamment sous stress. J'étais plus dans l'instant présent. Ma tête, elle était toujours ailleurs et au final je produisais moins parce que mon cerveau ne savait jamais vraiment s'il était en mode travail ou en mode récupération. Il était toujours dans cette espèce d'entre-deux dans lequel Charles Miller ne recommande pas du tout d'être d'ailleurs, avec cette citation que j'adore, il dit « Passe quelques heures par jour à aller vite, défonce une
une séance à la salle, fais du deep work sur un projet qui te tient à cœur, passe le reste de la journée à aller lentement, va marcher, lis des livres, prends un long dîner avec des amis. Dans tous les cas, évite cet entre-deux anxieux où tu ne te détends jamais vraiment et où tu n'avances jamais vraiment. Il n'y a pas de phrase qui pouvait mieux décrire l'état dans lequel j'étais en 2023 quand j'ai flexibilisé mon quotidien à 100%. Ce qui m'a fait comprendre quelque chose, mais alors que j'aurais aimé communiquer beaucoup plus tôt dans la tribu des starters et chez les solopreneurs que j'accompagne, c'est un piège qu'il faut absolument éviter. Mais d'abord, je te rappelle mon starter, si tu es en train de prendre des notes, tu peux arrêter de prendre des notes, ça sert à rien parce que j'ai tout compilé pour toi dans une fiche de synthèse. Tu peux tout simplement scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou aller dans le premier lien dans la description, tu auras accès au codex, c'est toutes les fiches sur mes vidéos, les fiches résumées où tu vas trouver à la fois une compilation de toutes les infos importantes à retenir et à la fois une checklist ultra actionnable pour transformer l'information en action. On couvre souvent pas mal de concepts dans ces vidéos et j'ai tout simplement pas le temps de aller plus loin dans le détail avec des checklists ultra actionnables, donc je les réserve au codex. Tu peux télécharger tes fiches juste dans le lien dans la description ou encore une fois en scannant ce QR code juste ici. Le piège contre-intuitif sur lequel j'aurais aimé communiquer bien plus tôt dans la tribu des starters, c'est que la flexibilité n'est pas la liberté. La structure apporte de la liberté. Je sais que ça paraît complètement contre-intuitif, mais on va en parler toi et moi dans les prochaines secondes. En tant que solopreneur, on gravite naturellement vers la philosophie existentialiste, je t'en ai parlé, c'est le fameux business au service de notre vie. Moi j'aime bien dire que les salariés sont des humains qui ont choisi la sécurité, les entrepreneurs sont des salariés qui ont choisi l'émancipation, et les solopreneurs sont des entrepreneurs qui ont choisi la liberté. C'est la raison pour laquelle je me suis moi-même reconnu dans cette défense de cette philosophie existentialiste, de cette philosophie du soloprenariat est supérieur à l'égoprenariat. J'ai d'ailleurs récemment écrit un article sur le concept de micro-empire, de solopreneur augmenté, je te mettrai le lien dans la description si jamais tu veux aller plus loin sur ces concepts-là, tu pourras les découvrir sur mon blog. Mais s'il y a bien un piège à éviter ici, c'est de nourrir l'illusion selon laquelle la flexibilité c'est égal à la liberté. En 6 ans sur le terrain, jamais de la vie, j'ai croisé un solopreneur flexible, qui s'auto-qualifiait de flexible, qui vivait plus qu'un solopreneur qui était structuré. Jamais. J'ai vu des solopreneurs flexibles qui étaient épuisés, qui étaient mais alors complètement laminés par leur quotidien, qui étaient en train de courir à droite à gauche dans une espèce d'état d'agitation et d'énervement qui ne produisait rien du tout. Ça, j'en ai vu un paquet. Mais alors des solopreneurs qui étaient flexibles dans leur quotidien et qui vivaient mieux et qui vivaient plus que des solopreneurs structurés, ça, j'en ai absolument pas vu. Il y a beaucoup de solopreneurs qui vivent en flexibilité totale, qui se noient, pas parce que leur philosophie elle est bancale, pas du tout. Moi, je suis le premier à être pour cette philosophie-là de la liberté totale. Mais c'est parce qu'elle se cale sur une réalité neurologique qui n'est pas celle de l'être humain, tout simplement. On l'a vu avec Ellsberg, on l'a vu avec Hick, on l'a vu avec le profil des maximizers. Notre câblage, il n'est pas fait pour le flou, il est fait pour la prévisibilité, il est fait pour la clarté. J'ai d'ailleurs écrit également une ressource sur le modèle du clarté maximaliste qui explique pourquoi la productivité est fonction de la clarté. Tout ça, ça va dans le même sens. Donc ce que j'aimerais te dire avec cette vidéo, c'est que c'est pas le contenu de ton taf qui t'épuise, c'est l'absence de frontières dans ton quotidien. Donc le shift, c'est vraiment de se recabler de flexibilité égale liberté à structure égale liberté. Alors pas avec une structure totale, bien évidemment. On s'est pas lancé dans le soloprenariat pour s'enfermer dans un bunker, avoir des horaires hyper rigides qui prennent toute notre journée. Mais on veut une dose optimale de structure dans notre quotidien. Juste assez pour que ton cerveau ait des limites claires entre ok, là je suis en mode boulot et là je suis en mode taf. Et cette limite claire, elle se mesure avec un volume horaire, le volume horaire de 4 heures qui est derrière le modèle de la journée de 4 heures. Le modèle de la journée de 4 heures que j'ai envie de te présenter pour clôturer cette vidéo, il a un seul objectif, c'est de tracer des frontières qui sont nettes pour savoir exactement quand est-ce que tu es dans ce qu'on appelle un mode exploitation et quand est-ce que tu es dans un mode exploration. En gros, quand est-ce que tu taffes et quand est-ce que tu taffes pas. Le principe il est simple, tu vas limiter tes journées à 4 heures de travail, mais des implications que tu vas avoir de ce principe-là, elles sont multiples. C'est la clé de voûte de la liberté, de l'intensité existentielle que livre le soloprenariat à mon sens. Mais on va commencer par le commencement. Chaque journée à 24 heures. Tu prends ces 24 heures, tu vires les 8 heures minimum que tu investis dans ton sommeil, tu finis avec 16 heures éveillé. Le but de ce modèle, c'est de passer 25% de ton temps en deep work et 75% de ton temps en exploration. Donc le deep work, 25% de ton temps, c'est 4 heures par jour. C'est ici que toutes les techniques, tous les systèmes, tous les frameworks qu'on apprend au quotidien dans la tribu des starters, ils prennent tout leur sens parce que le but ici, c'est d'augmenter la valeur qu'on est capable de produire dans 1 heure pour progressivement arriver à faire en 4 heures ce qu'on faisait avant en 8 heures. Donc le but, c'est de faire exploser le ROI horaire de nos vies, pro mais aussi perso évidemment, puisque avec cette philosophie existentialiste, on veut travailler moins, accomplir plus et vivre intensément. Moins de taf et plus de vie.
Donc c'est 4 heures de taf intense par jour, du lundi au vendredi, et pendant ces heures de deep work, ce que tu vas faire, c'est que tu vas extraire le fruit de tes expériences, de tes apprentissages que tu as notamment dans ton mode exploration, et les redistribuer au monde via ton taf de solopreneur. Donc c'est de la création de produits, de la création de contenu, c'est de l'exécution client, etc., etc. Mobiliser toutes ces compétences, toute la sagesse de ton monde intérieur et la finesse de ton expertise pour aller sur le terrain livrer l'expertise que tu as développée au fil des années. Ensuite, on passe dans l'exploration. L'exploration, c'est 75% de ton temps, 12 heures par jour. Et ici, on parle de toutes les activités récréatives qui ont pour but de refermer le fossé entre qui tu es et qui tu veux devenir. Donc, expérimenter, sociabiliser, déconnecter, découvrir, pratiquer, etc. C'est par exemple surfer, aller se baigner dans des lacs gelés pour travailler son exposition au froid, avoir des discussions profondes avec tes proches, jouer de la musique, partir en voyage, confronter tes démons via de la thérapie, via du journaling ou peu importe. Te laisser porter par là où la vie te mène dans cette optique d'exploration, de découverte de ce vaste monde que nous offre l'expérience de vie sur Terre et pour lequel on ressent une profonde gratitude. Donc ces activités nous nourrissent à un niveau intellectuel, à un niveau spirituel, elles servent d'inspiration sacrée pour ton deep work par la suite. Mais c'est pas tout. Si c'est hyper intéressant d'avoir autant de temps en mode exploration, c'est surtout parce que ça permet d'augmenter notre surface de chance. Rob Anderson, il dit, les personnes malchanceuses ont tendance à être des créatures routinières. Elles ont tendance à prendre le même chemin pour se rendre au travail et en revenir, à interagir avec les mêmes cercles sociaux et à parler au même type de personnes lors des soirées. En revanche, les personnes chanceuses ont tendance à introduire beaucoup de variété dans leur vie, dans le même ordre d'idées, comme l'écrit Ada Yeo, collectionnez autant de billets de loterie que vous le pouvez. Et ces billets de loterie, tu les collectionnes lors de ta phase d'exploration, pendant que tu es en train de kiffer sur ces 12 heures par jour. Ton exploration, elle va alimenter ton deep work qui, à son tour, via la création monétaire, l'argent que tu gagnes avec ton activité, va venir alimenter l'exploration et donc créer cette espèce de cercle vertueux. Alors la question que tu te poses maintenant sûrement face à tout ça, c'est ok, mais où placer ces 4 heures, Sofiane? La réponse, elle est simple, c'est où tu veux. Place-les où tu veux. La productivité, c'est une question qui est idiosyncratique. Elle dépend de ton contexte, elle dépend de ta psychologie. Moi, je vais pas te dire aujourd'hui, les 4 heures, elles doivent être là. C'est à partir du moment où c'est clair pour toi et ça fonctionne pour toi, c'est parfait. Les rythmes d'énergie, ils varient pour tout le monde tout au long de la journée. On parle de la notion de chronotype que je t'invite à creuser si jamais ça t'intéresse. Donc l'idée, c'est de le placer évidemment à un moment de la journée où tu peux bosser. Si tu as tendance à être éclaté le matin et que tu mets tes heures de travail le matin, ça ne sert strictement à rien. Mais tu peux t'organiser librement autour de tes journées, tes rythmes de journée et te mettre des heures de travail à peu près où est-ce que tu le veux. L'important, c'est d'être clair sur là où tu le mets. Donc je te propose un protocole en 3 étapes. D'abord, tu choisis un créneau pour chaque jour. Le créneau n'est pas obligatoirement le même chaque jour de ta semaine. Si tu as des spécificités, tu peux bien évidemment mettre les blocs à des endroits différents. Deuxièmement, tu vas bloquer ces créneaux dans ton calendrier. Et troisièmement, c'est très important, tu vas créer des règles de dérogation à ces créneaux. 2-3 règles maximum, parce qu'on n'a pas pour but de passer à côté de notre expérience de vie sur Terre parce qu'on a des créneaux dans notre calendrier. Le but, c'est que ces créneaux, ils fonctionnent 80% du temps. Donc des exceptions, des règles de dérogation, ça pourrait être par exemple urgence familiale, pote dans la région, opportunité unique sans possibilité de saisir cette opportunité à un autre moment. Bon, mais typiquement, si t'as un pote, tu l'as pas vu depuis 2 ans, il passe dans la région, tu vas pas lui dire désolé frérot, je te vois pas parce que j'ai des heures de taf. Évidemment qu'on fonctionne pas comme ça. Tu as une urgence familiale, évidemment que ta famille va passer en premier. Donc il faut que tu aies ces règles de dérogation qui sont claires parce que plus elles seront claires, plus elles te permettront de dire non par défaut à tout ce qui ne rentre pas dans ces règles de dérogation. Et donc ces règles de dérogation, il y a fort à parier qu'elles sont construites autour de tes valeurs. Donc évidemment, quand tu es en train de refuser quelque chose parce que ça ne respecte pas tes règles de dérogation, tu n'es pas en train de refuser quelque chose qui te met en porte-à-faux vis-à-vis de tes valeurs, grâce à ces règles de dérogation. La 4e étape, je dirais, c'est que tu vas profiter d'une charge mentale qui est réduite, d'une productivité qui est maximale et d'une spontanéité, il faut le dire, qui est enivrante en dehors de tes créneaux de taf, bien évidemment. Pour moi, c'est le matin, j'ai un chronotype comme ça, de type lion, donc mon énergie, elle est au max dès que je me lève, 5h30, 6h, je suis en pic d'énergie et mon énergie, elle drop comme ça tout au long de la journée, ok? Jusqu'à à peu près 14h, 14h, je commence à être raide et ça tombe en pic, ça drop jusqu'à 18h où je suis complètement un légume. Donc pour moi, il y a beaucoup plus d'intérêt à mettre mes heures de taf le matin et l'après-midi aller faire du social, aller surfer, aller faire du sport, etc. Tout simplement parce que ça va me permettre de me maintenir éveillé en étant hyper stimulé physiquement plutôt que d'être en train de m'endormir devant mon ordi. Mais si t'es du soir, tu te mets le soir. Et si t'as envie de mettre 2 heures le matin, 2 heures le soir, tu te mets 2 heures le matin, 2 heures le soir. L'important c'est pas la temporalité, l'important c'est la clarté. Tout le reste de ta journée, c'est de l'exploration, elle t'appartient, t'en fais exactement ce que tu veux. Et donc, dans le temps qui est alloué pour taffer, tu taffes
avec la clarté et l'absence de brouillard. Et dans le temps où tu es censé vivre, tu vas en mode full spontanéité, exploration totale, aucun carcan, tu te sens pas bridé et tu vas vraiment explorer tout ce que tu as envie d'explorer sans mettre une structure dessus. Donc si je devais résumer cette vidéo avec un seul conseil, je te dirais de tracer des frontières qui sont beaucoup plus claires entre ton temps de taf et ton temps de vie, le temps où tu es en train de kiffer. La spontanéité, elle va se vivre dans les espaces entre les blocs de taf, ok? Pas dans le flou permanent où tout est possible mais rien n'est jamais décidé. Donc ne cède pas aux sirènes de la flexibilité, c'est du bullshit, ça ne fonctionne pas. Génère un maximum de clarté pour ton cerveau, dissipe l'entropie psychique un maximum et ton cerveau te le rendra fois 1000. Donc je pense que tu l'as compris, la première prison dans laquelle on tombe quand on se lance dans le soloprenariat, c'est celle de la flexibilité. La seconde prison dans laquelle on tombe, c'est celle de l'augmentation du volume horaire. Donc si t'en as marre de passer ta vie à bosser alors que tu t'es lancé pour être libre, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, tu découvriras comment t'en arriver là et surtout comment sortir.